Bonjour et bienvenue dans ce podcast basé sur l'animation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Cécile de Gantès. J'ai commencé directement ma carrière en character design sur Arcane. Arcane, c'est une des prods où j'ai eu le plus de liberté. En ce moment, on bosse sur la prochaine saison d'Avatar, le dernier maître de l'air. Instagram, ça m'a fait obtenir des boulots. Voilà. Ah oui, c'est vrai. La visibilité, c'est un vrai sujet pour ça. J'en discutais avec une chef de studio qui me disait que elle, c'était vraiment quelque chose qu'elle regardait quand elle recrutait des gens. Bonjour et bienvenue dans ce podcast basé sur l'animation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Cécile de Gantès qui nous accompagne cette année en character design. Cécile, merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci à toi. Je précise que vous pouvez écouter ce podcast en faisant autre chose, en dessinant par exemple. Mais voilà, donc est-ce que vous pouvez vous présenter, dire ce que vous faites, votre métier? Là, présentement, de suite, je suis intervenante dans ta classe en caractère design pour les deuxièmes années 3D de Rubica, exactement. Et c'est la première fois que j'enseigne à Rubica, mais c'est pas ma première fois en tant que prof. D'habitude, jusqu'à présent, j'ai suivi plutôt les promos Gobelins. Et Resta, c'est la première fois que je donne un cours aussi orienté 3D, donc c'est plutôt intéressant. Et après, dans ma carrière, j'ai fait les deux, donc voilà, j'aime bien voguer de l'un à l'autre. Ah bah, c'est cool ça. Mhm. Et qu'est-ce que vous avez eu comme parcours Alors, moi déjà, j'ai fait mes liesses, j'ai fait une année de prépa. Je suis arrivée à Paris, j'ai fait mon année de prépa. J'ai fait ensuite les 4 ans de l'école Georges Méliès. J'ai été diplômée et j'ai commencé ma carrière. Je savais que je voulais faire du chara design, donc j'ai commencé directement ma carrière en caractère design sur Arcane, sur lequel j'ai travaillé à l'époque sur la saison 1, du pilote jusqu'à l'épisode 4, si je me souviens bien. Et après, je suis partie dans le jeu vidéo. J'ai travaillé sur Life is Strange 2. Et ensuite, quand le projet s'est terminé, je suis restée à Dontnod, donc la boîte de Life is Strange, et j'ai travaillé sur un jeu indé du nom de Harmony, qui était absolument superbe et dont j'ai encore une incroyable, enfin j'ai un super souvenir de l'expérience. Graphiquement, j'avais beaucoup appris et tout, c'était trop cool. Et ça m'a un peu donné envie enfin en vrai, dès le départ, je savais que je voulais partir dans la 2D parce que j'ai quand même, c'est ma petite sensibilité à moi, même si les deux ont leurs avantages et tout, voilà. Donc après, dans le désordre, j'ai travaillé à la Chouette Compagnie sur des projets plus 2D, plus Japanime, justement. Imago? Comment? Imago notamment? J'ai commencé avec Imago en layout posing, donc ça c'était la première fois que je faisais du layout posing. Et là, je suis revenue quelques années plus tard à la Chouette Compagnie, et en ce moment, on bosse sur la prochaine saison d'Avatar, le dernier maître de l'air, où je fais du layout posing à nouveau, donc la boucle est bouclée. Voilà. Et je m'amuse énormément, et c'est trop bien et tout. Et à la Chouette, avec eux, entre-temps, parce que je suis restée avec eux longtemps, j'ai fait des développements graphiques de séries. Donc là, c'est quand on fait de la bible graphique, il y a un projet, qu'il y a un réalisateur ou un scénariste qui nous contacte et qui dit, voilà, c'est mon univers, j'ai besoin de commencer à lui donner corps et on aime bien ton style, est-ce que tu peux proposer quelque chose pour telle tranche d'âge, pour tel type de, est-ce que ça va être de la 3D, de la 2D et tout. Et là, c'est vraiment de la pure création et c'est extrêmement intéressant. Donc Ça doit être passionnant ça. j'ai trop de chance. Franchement, je suis trop contente. C'est vraiment. Enfin, quand on est étudiant, c'est ce qu'on se dit qu'on veut faire quand on veut faire de la pré-prod. Mais concrètement, c'est une opportunité qui est assez rare. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis très chanceuse et je suis très contente. Mais après, je fais pas ça tout le temps. Et c'est très bien aussi parce qu'en vérité, les devs graphiques, on pourra en parler plus tard, c'est super exigeant. Ça demande pas mal d'énergie, voilà, créativement. Et, voilà. En fait, avoir des idées tout le temps, c'est absolument fatigant. Et de temps en temps, Cara Design, c'est bien de temps en temps de l'alterner avec des tâches un petit peu plus techniques, du turn, des choses comme ça et tout. Parce que être ultra créatif tout le temps, c'est très bien. Mais là, depuis quelques années que je travaille maintenant, j'aime bien avoir des moments d'alternance. Voilà. Ça se comprend. Ouais. Donc, pardon, j'ai un petit peu dévié, Non, mais en gros, donc il y a eu ça. J'ai travaillé sur Miraculous Ladybug, d'abord en tant que graphiste, et puis ça s'est bien passé, donc ils m'ont recontacté par la suite pour que je sois lead chara design dessus, où je me suis occupée de la refonte des designs des personnages, pas de la refonte graphique, parce qu'il y a eu un changement de style entre les saisons précédentes et la nouvelle. Ça, c'est le directeur artistique qui a supervisé ça. Par contre, il m'a fait confiance à mon équipe et moi-même. Il y avait également un autre lead qui était un peu plus orienté sur la transcription en 3D.
OK. Voilà. Pour les changements de costumes, les changements de tenue, de coupe de cheveux, la création des nouveaux personnages, les nouveaux méchants, etc. et tout. Donc ça m'a occupée pendant un petit moment. Et voilà, j'oublie certainement des choses, mais je pense qu'on a une petite base Ouais, déjà. c'est déjà une très, très bonne base. C'est impressionnant et donc concrètement, qu'est-ce que c'est le quotidien en tant que character designer? Ben, ça dépend la prod. Mmh. C'est pas du tout la même chose si tu fais, comme tu disais, du cara créatif ou technique. Par exemple, il y a pas très longtemps, j'étais sur une prod où je faisais que des model sheets, donc des turnarounds à longueur de journée. Et c'est sportif, mais c'est pas inintéressant non plus, en vérité, disons. Donc, ça, en vrai, c'est quelque chose que j'aime bien faire ponctuellement aussi. C'était plus compliqué quand j'étais un peu plus junior, Mmh. parce que vraiment, c'est normal, au début de la carrière, on a encore des lacunes techniques. Enfin, j'en ai toujours, j'en aurai toute ma vie, encore heureux, quoi. Voilà, j'ai toute la vie pour progresser en dessin. Mais c'est vrai que plus on avance dans l'expérience, moins ça demande d'énergie de corriger ses erreurs, moins on a besoin de se reprendre et tout. Donc Mmh. les turns et ce genre de choses deviennent de moins en moins anxiogènes. Mmh. Voilà. Ça permet de souffler un peu peut-être aussi, Mm, mm. entre 2 prods ou C'est ça. mmh. Voilà. Et donc vous avez travaillé donc pour l'animation, la série et pour du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre Oui. les 2? Oui, ça n'a rien à voir. Alors, ce qui n'a rien à voir, c'est le pipe, donc l'organisation interne à la boîte, l'ordre dans lequel on fait les choses, les personnes à qui on va demander des corrections aussi. Par contre, en cara design pur et dur, la base du truc, c'est qu'on dessine des petits bonhommes, en fait. Donc, on va les faire dans des styles différents, avec des contraintes techniques différentes, mais in fine, c'est du dessin de personnage. Voilà. Donc, je dirais, dans les connaissances nécessaires, ça change, mais après, non, tu te lèves le matin, t'arrives, tu te mets derrière ta tablette, et voilà, il y a des jours où ça se passe trop bien, il y a des jours où tu vas struggle pendant des semaines sur un perso retake après retake, et voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, ça répond à ta question? Ah bah oui, tout à fait. Ok. Et comment, enfin, ça se passe? On vous donne, quand c'est de la série par exemple, est-ce qu'on vous donne le scénario de l'épisode et après débrouillez-vous pour faire le chara design? Ou est-ce que vous avez une fiche personnage ou Ça dépend des boîtes, ça dépend des séries, ça dépend des projets. Prenons l'exemple de Miraculous parce que ce sera le plus concret. Ce qui se passe, c'est qu'on nous fournit les scripts à D'accord. mon équipe et moi-même. On va se répartir les personnages. En tant que lead, c'est moi qui ai le mot final sur qui fait quoi, mais je trouve ça bien que les gens en disent bah, ce personnage, je le sens bien et celui-ci, bof, pas trop, quoi, voilà. Mmh. Donc, on se répartit les personnages à faire sur l'épisode, ça fonctionne par épisode. Et D'accord. donc, disons qu'on nous dit lundi 5, vous commencez sur l'épisode temps et vous avez tel délai pour tomber tous les persos. Il y a des épisodes où il y a 2 nouveaux persos, donc tranquille. Il y a des épisodes où il y a 50 variations Ah oui, d'accord, ouais. et le temps de production ne va pas forcément changer. C'est juste que on va être prévenu. Dans l'idéal, on est prévenu plus ou moins en amont s'il y a pour commencer un peu plus tôt, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc, alors, ce qui se passe, c'est qu'on nous fournit le script, on lit le script. Moi, je surligne absolument tout ce qui concerne le personnage. S'il va y avoir un morceau de description là, par exemple, ce personnage s'envole. Ok, il s'envole comment? Et c'est un super pouvoir, il a des ailes et tout. Est-ce que je vais avoir l'information plus tard ou pas? Et dans ce cas, je note toutes mes questions. Mes pistes d'idées. Et là, je vais en parler avec, dans ce cas précis, il faut avoir un brief avec le réalisateur, où donc, bah, typiquement, les questions, ils s'envolent. Comment ça se passe? Soit il a déjà l'idée, en mode oui, alors en fait, ça, c'est parce que dans la saison précédente, ça fait référence à ça et tout, donc voilà. Soit il sait pas, et dans ce cas, il te dit, bah, amuse-toi, mais je veux que ce soit des ailes qui soient pas des ailes organiques parce que c'est chiant à faire bouger. D'accord. Voilà, donc
on va lister un petit peu et tout, on va commencer à dépouiller un petit peu le truc ensemble. Et après, on attaque le travail. Donc, on commence à faire un mood board pour se donner des idées, potentiellement discuter avec les collègues aussi et tout, potentiellement envoyer des refs aux réalisateurs ou aux autres départements pour communiquer alors que le personnage est encore en cours de création. Parce que là, dans ce cas précis, il y a 2 passes pour le design. La première, c'est vraiment la création du perso, où on va être un petit peu en ref, où on va vraiment valider les intentions et tout. Et ça, c'est suffisant pour que le storyboard commence à travailler. C'est-à-dire qu'on valide cette première étape de ref. Parfois, on est dans la bonne direction, c'est super. On change juste une petite couleur par-ci, un petit motif par-là, on n'en parle plus. Parfois, on a tapé totalement à côté et on recommence de zéro. Voilà, c'est pour ça que l'étape précédente est importante pour éviter ça au maximum. Et on valide le draft. Une fois que le draft est validé, le board peut commencer à travailler. En fait, là, ce dont ils ont besoin, c'est la silhouette générale du perso, sa taille aussi. Oui. Et ils n'ont pas besoin de chaque micro-détail, de ce qui se passe au-dessous des semelles. Sur Miraculous, on doit design le dessous des semelles parce que c'est de la 3D et qu'on les voit beaucoup, l'air de rien. Donc ça, c'est ce qui arrive en second temps quand on passe sur la planche technique. Donc la planche technique, ça peut être du turn. Fut un temps, on a fait des turns sur Miraculous. Finalement, il a été avéré que c'était pas nécessaire. Donc on faisait juste en 3/4 face, 3/4 dos, avec vraiment un rendu très poussé, toutes les informations de texture, les petites brillances et tout, etc. Avec à côté des photos de référence pour les matières. Par exemple, si tu as un effet un peu carrosserie, tu vois, de voiture, est-ce qu'il y a des petites paillettes dedans? Est-ce qu'il y a un petit côté iridescent? Ça va être des rêves photos qu'on met à côté. Et si possible, on fait matcher la couleur aussi. Pour que comme ça, l'artiste texture ensuite, il n'ait pas de questions à se poser. Oui, il a juste à faire Parce qu'il y a toujours une marge d'interprétation, en fait, d'un artiste à l'autre, c'est normal. Là, comme on était dans de bonnes conditions, tout était fait au même endroit. Donc là, le texture artiste pouvait venir me voir et faire « je capte pas trop, tu le voyais comment ?» L'idéal, il n'a pas à me poser la question parce que j'ai déjà précisé toutes les informations. Mais parfois, on travaille avec des studios de sous-traitance. Et donc là, juste on envoie la planche. Et il y a beaucoup plus de difficultés pour que les petites questions comme ça nous remontent. Et donc là, c'est comme ça qu'on va se retrouver avec un personnage qui a la mauvaise couleur de cheveux, par exemple, et on s'en rend compte un peu tard, et c'est un peu chiant, quoi, voilà. Et ça arrive souvent, ça? Je pense que tout cumulé, oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites erreurs et de petits quiproquos qui arrivent avec la sous-traitance. Ça rend le travail beaucoup plus compliqué, mais surtout pour la production, parce que les personnes de la production et les leads qui épongent beaucoup ça. Mais une fois encore, ça dépend des prods. Voilà. Et là, récemment, j'ai pas été mis à des postes où le fait que les designs soient sous-traités, j'ai eu à m'en préoccuper. Voilà. D'accord. Mais donc oui, donc quand on voit des petites erreurs par exemple sur une série, des choses comme ça, c'est souvent dû à la sous-traitance plus qu'une erreur d'inattention. Ça peut être les deux, objectivement. D'accord. Mais c'est vrai que parfois, ouais, on peut sous-estimer le fait qu'un truc a été validé et qu'on a... Enfin voilà quoi, Oui. En fait, c'est un peu plus commun que ce qu'on pense. Voilà. D'accord. Donc là, oui, vous avez travaillé sur pas mal de prods différentes. Et comment ça se passe en fait pour passer d'une prod à l'autre? Est-ce que vous êtes constamment en train de chercher ce que vous allez faire après? Ou est-ce que ça se fait plutôt bien et on vous propose quelque chose juste après? Alors, moi, par chance, ça a plutôt été le second cas de figure, mais en vérité, c'est les deux. C'est-à-dire que depuis que les premiers jobs, je les ai cherchés, parce que, évidemment, c'est très exceptionnel d'être contacté par un studio quand on est encore étudiant. C'est pas impossible, mais c'est quasi miraculeux, donc il vaut mieux pas compter là-dessus. Donc, le premier job, on cherche. Moi, je crois que pour Fortiche, j'ai dû voir l'annonce sur Facebook ou un LinkedIn, un truc comme ça. Mais j'avais eu le mot parce que j'avais un ancien prof de mon école qui était au Fortiche à ce moment-là et qui nous a dit « Hey, il a fait partager le truc, quoi. Voilà, donc ça a quand même été un petit coup de pouce. Et sinon, oui, donc mes premiers jobs, c'est ça. C'est que j'ai vu des annonces et j'ai postulé. Et après, en fait, plus on fait de studios différents, plus notre nom circule dans les bases de données des prods, en fait. Donc, plus j'ai travaillé, plus mes anciens studios m'ont rappelé ensuite. Donc, c'est là où j'ai eu de moins en moins à chercher, en vérité. Par contre, aussi, ce qui peut se passer, parce que j'ai fait longtemps, par exemple, à Miraculous Corp, et au fur et à mesure du temps, je recevais un tout petit peu moins d'offres,
parce que comme à chaque fois que je recevais une offre, je la refusais parce que j'étais engagée ailleurs, forcément, mon nom, il y en avait d'autres qui s'étaient superposés par-dessus. Donc, D'accord. sortir de ce mécanisme-là, il y a eu un petit moment où il a fallu remettre la machine en marche quand même. Oui, pour Voilà. dire, ça y est, je peux à nouveau travailler sur d'autres choses. Voilà. Ne m'oubliez pas. Et pour être embauché, il faut donc vous postuler, vous envoyer un portfolio, j'imagine. Oui, Et est-ce qu'après vous passez un test aussi? ça dépend. Normalement, le portfolio est suffisant. D'accord. Il y a des cas où le portfolio n'est pas tout à fait au style du projet. Et dans ce cas, ils veulent tester pour voir si tu sais t'adapter graphiquement. Surtout quand tu es un petit peu junior, en fait. Généralement, tu vas avoir moins de styles différents. Là, maintenant, avec les années, mon book a vraiment plein de styles différents. Donc, je pense qu'il suffit à montrer dans quelle fourchette je peux m'adapter. Je ne peux pas tout faire, mais ce que je ne sais pas faire, je ne l'ai pas mis dans mon book. Oui. Voilà. Mais normalement, je commence à avoir un bon éventail maintenant, mais plus on est junior, plus cet éventail il est réduit, ce qui est normal. Donc là, on peut nous demander un test un peu artistique pour voir si on sait s'adapter. Et sinon, aussi des tests techniques. Par exemple, il y avait un des premiers tests que j'ai fait, c'est que je devais... on m'avait en gros, c'était pour une série avec un style très 2D, très cartoon saloon, en fait, ce qui n'est pas forcément exactement mon style. Donc, on m'a donné le concept du personnage, juste le trois quarts face couleur, et on m'a demandé d'en faire un turn. Et comme c'était un turn très triché graphiquement, ils voulaient voir si, naturellement, j'allais prendre les mêmes décisions que directeur artistique, ce qui est très exigeant. Et parce qu'il n'y a personne pour te guider. Et en vérité, en prod, c'est normal. Il y aura, les premiers trucs que tu tombes, il y a forcément des retakes et après tu notes et voilà. Mais ça peut être ça. Voilà, Oui, les d'accord. tests. Et donc vous aviez réussi le test là? Non, je l'avais raté. Ah oui, d'accord. Bon, bah, c'est pas Donc grave. voilà, tu vois. Bon, ça arrive. Et puis, C'est à 100% ok. oui, bah, vous avez d'autres opportunités après. C'est ça, voilà. Et il y a Hélène de la classe qui demandait est-ce que vous avez des conseils pour faire un portfolio pour du Cara Design? Oui. Ça, je voulais vous en reparler un peu au moment du dernier cours, mais portfolio de Cara Design, la priorité absolue, c'est de montrer qu'on a un dessin solide, vraiment, parce que ça, il n'y a aucune triche possible. Et la seconde priorité, c'est montrer qu'on est ouvert d'esprit graphiquement, parce que c'est très rare un projet qui matche exactement à notre style graphique. Concrètement, ça n'arrive pas, à part se retrouver à faire sa propre série, Oui. en fait. Donc, vraiment, pas hésiter à prendre un personnage et le décliner dans plein de styles différents, Family Guys, les Totally Spies, des choses comme ça et tout. Si on est capable de tomber ça techniquement et que c'est à s'y méprendre, c'est vraiment un gros flex technique en fait. Ça communique clairement direct. Donc en attendant de remplir votre portfolio avec des travaux pro, qui en plus, c'est cool, c'est la carte de visite, ça montre que vous avez bossé là, que vous avez bossé là, potentiellement vous connaissez machin et tout, enfin voilà. Ce qui est toujours sympathique parce que l'animation, ça reste un petit milieu. Voilà. En attendant, ça, je trouve que c'est le plus important. Vous pouvez aussi mettre du modèle vivant. Oh, d'accord. Oui, pour Franchement, montrer qu'on a les bases. exactement, oui, parce que un bon modèle vivant, ça veut tout dire, tu sais dessiner, voilà. Donc ça, je trouve que quand on est étudiant, c'est ultra légitime, voilà. D'accord. Normalement, plus on avance dans la carrière, moins on va avoir d'autres pages qui vont remplacer celle-ci en priorité, mais c'est pas du tout un no-go, au contraire. Et puis ça donne le côté un peu studieux et tout, etc. Ce que je trouve bien parce que les Cara Design et l'animation de manière générale, c'est quand même un métier d'équipe, donc il y a quand même beaucoup d'interactions avec les autres. Il y a aussi beaucoup de retech, ce qui est normal. Donc, je pense que le fait d'avoir un book qui est quand même très propre, bien mis en page et tout, par exemple, si on a fait un turn et qu'on s'est embêté, si le personnage a des vêtements larges, à dessiner le corps en dessous, s'il y a je sais pas, un revolver, par exemple, avoir fait le dessin du prop, c'est tout. C'est que des choses un petit peu fastidieuses sur lesquelles on pourrait être tenté de freiner un peu dessus parce que le faire de soi-même pour le montrer dans son book alors qu'on n'a pas été forcé par une prod, ça je le note. Voilà. Je me dis que c'est quelqu'un qui va avoir une attitude professionnelle assez vite, quoi. Oui, d'accord. Mais parce que en tant que lead, vous voyez un peu les gens qui vont être embauchés après. Est-ce que
ils ont un entretien avec vous avant pour être embauchés ou? Alors très franchement, j'ai Miraculous, j'ai fait passer 2 entretiens seulement, voilà, pour un seul poste et on a choisi, une des personnes pour ce poste-là et voilà et les autres personnes qui sont venues, c'était des personnes soit, que, je j'ai désignées parce que je me suis dit: «Cette personne, elle fonctionnerait Mmh. bien sur le projet» ou alors, qui étaient disponibles à ce moment-là, qui venaient de finir, c'est parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'aussi le studio, ils ont des graphistes à disposition qui peuvent être sur d'autres prods. La prod A se termine. Est-ce qu'il y a de la place pour ce graphiste sur la prod B? Parce qu'en fait, si le graphiste travaille bien avec le système de l'intermittence, la production a tout intérêt à le garder à la maison, en quelque sorte. Voilà. Oui, d'accord. Et pour le portfolio, est-ce qu'il faut viser de faire de la 2D ou de la 3D? Ou est-ce qu'il y a une différence en fait dans ce qu'on va montrer en fonction de ce qu'on a envie de faire, 2D ou 3D? Hum, La question, elle est super vaste. En fait, dans tous les cas, le dessin doit être juste, mais une prod très 2D, par exemple, un petit peu preschool, style, je sais pas, laboratoire de Dexter, tu vois, où graphiquement c'est très intense. Si tu ne montres que ce style-là pour Postula Fortiche, par Mm. exemple, Oui, voilà. dire. Euh, et même sur des prods 3D avec des proportions un petit peu plus, c'est... Enfin voilà, tu vois, faut quand même s'adapter un petit peu. Mais j'ai fait des prods 2D où les volumes étaient pas trichés, en fait. Et ça peut être pertinent pour travailler sur une prod 3D parce que de toute façon, je suis pas modeleuse non plus, tu vois. Donc le médium, ça reste la 2D. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des, des designs qui sont faits pour la 2D et il y en a d'autres qui sont faits pour la 3D et ça se sent. Et là où ça se repère le plus, c'est que généralement, l'information, ça va être dans la colo, tu vois. C'est-à-dire que quand on est en 3D, enfin quand on fait un design pour de la 3D, on va mettre plus d'ombrage, plus de texture, des trucs comme ça Pour et essayer tout. de faire comprendre les volumes C'est directement. ça, voilà. Donc on donne ces informations-là pour la texture et pour la modé plus tard, tandis qu'en 2D, ça va plus être en aplat de couleur généralement. Donc voilà, ça change un petit peu la vibe. Ça répond à ta question? Oh, oui, tout à fait, merci. Ok, parfait. Et il y avait Mathieu là qui est en 2D justement qui demandait est-ce que vous avez des conseils pour si on a envie de travailler dans le chara design quand on est étudiant, qu'est-ce qu'on peut faire Ben déjà, il faut vraiment poncer son anatomie. Vraiment. Parce que ça, enfin, vraiment, je répète, c'est un apprentissage d'une vie. Donc, faut commencer dès maintenant, en fait, parce que très franchement, les exigences sont hautes pour ce poste-là. En Cara Design, il n'y a pas de triche possible du tout. Euh, donc, modèle vivant. Absolument, je continue à aller à des cours de modèle vivant. J'ai pas été très régulière récemment, mais je continue parce que c'est important, parce que même on perd, quoi. Voilà, c'est comme le sport, faut pas se relâcher trop longtemps. Et, et sinon, c'est les réseaux sociaux, en fait. Vraiment, Instagram, ça m'a fait obtenir des boulots. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Mais bien sûr, en fait, surtout à l'international, c'est des Anglais ou des Américains qui me contactent. Il y en a moins que des Français, parce qu'évidemment, j'ai travaillé majoritairement avec la France, donc c'est un effet boule de neige. Mais évidemment, ils m'ont pas trouvé par bouche à oreille, ils m'ont trouvé grâce à Instagram, tout Ah oui, simplement. d'accord. Donc voilà. Donc il faudrait essayer de développer nos réseaux sociaux. Ouais, c'est assez. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je subis un peu. Je trouve que c'est un peu une contrainte, mais en même temps, je vais pas mentir, c'est vraiment utile. Et puis même, en fait, franchement, moi, quand on me demande, par exemple, si je pense à quelqu'un pour, je sais pas, rejoindre l'équipe en Cara Design, je vais penser en priorité aux personnes avec qui j'ai déjà travaillé, les personnes que je connais et tout. Parfois, il y a des gens super, avec qui je m'entends très bien, qui bossent super bien, mais ils n'ont pas le style, en fait. Et je connais personne déjà avec le bon style. Ben, je vais sur Instagram, en fait. Et là, je vais penser en priorité aux artistes que je suis et où je me suis dit, oh, j'adore. Je serais trop contente de bosser avec cette personne et tout. Ça serait trop bien sur tel projet et tout. Et c'est une réflexion que j'ai déjà eue en fait. Et c'est comme ça que fonctionnent les recruteurs. Les prods, les leads, on traîne sur Instagram, sur ArtStation, etc. Voilà, on fait notre shopping. Ah oui, d'accord. Mais c'est un peu difficile souvent de monter en visibilité sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider éventuellement pour être plus vu, plus
enfin pas forcément par tout le monde, Mhm. mais déjà par des recruteurs? Alors en vrai, la visibilité, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés et tout, c'est un bonus, mais c'est vraiment pas indispensable. Le plus important, c'est enfin, c'est quand même bien de pas être totalement invisible, en fait. Mhm. C'est-à-dire que si, dans une conversation, je te dis «Ah, machin est trop fort et tout», tu vas me faire «Attends, je vais voir», tu vois? Et ça, c'est vraiment un truc qui se passe dans la vraie vie, cet échange. Donc, mettez votre vrai nom sur votre Instagram. Parce que vraiment, le nom... Enfin, il y a plein de gens à qui j'ai travaillé, ils sont trop forts. Je ne les ai jamais retrouvés. Jamais. Je ne sais pas s'ils ont des réseaux sociaux, s'ils sont juste un pseudo auquel ils sont attachés depuis leurs 15 ans. Et voilà. Et je les ai perdus à jamais. Ah, c'est dommage ça. Ouais, donc ça voilà, enfin vous pouvez avoir un pseudo, mais enfin il faut quand même qu'en cherchant votre nom on vous retrouve. Et après il faut pas trop overthink non plus, c'est pas un portfolio en ligne non plus. Enfin moi par exemple sur mon Instagram, j'essaie d'être un peu plus libre. Je fais des stories à la une avec des gouaches ou des modèles vivants qui parfois sont ratés. C'est pas grave, ça doit quand même rester un truc de joie. Mhm. Voilà, tranquille. Mais par exemple, mon Art Station, je suis un petit peu plus exigeante Mhm. avec ce que je poste dessus. Parce que selon les prods aussi, euh, c'est par exemple le jeu vidéo, ils vont plus te regarder sur ArtStation. Mhm, oui, Parce que d'accord. tu vois, le genre de dessin qu'il y a sur Oui, ArtStation oui, par oui. rapport à ce qu'il y a sur Insta. Donc dans l'idéal, c'est être un petit peu partout. Voilà. Mais selon le studio qui va te rechercher, ils vont pas forcément passer par la même plateforme. Voilà. Oui, d'accord. Techniquement, enfin, il n'y a pas de choses au niveau SEO, etc., de choses qu'on pourrait faire pour être plus facilement trouvé. Enfin, il y a le truc du nom déjà, mais aussi en vrai de vrai, enfin, je répète une fois encore, le nombre d'abonnés c'est une chose, mais en fait, ce qui est bien fait dans l'algorithme Insta, c'est le système de cercle. Par exemple, si sur Insta, tu suis tous les gens de ta promo, ils vont te proposer à Mhm. d'autres gens de Rubica, à des anciens élèves de Rubica. Ces gens-là, ils vont avoir. Enfin, ça va te mettre, tu vois, Ça genre met en relation avec plein de dans personnes. l'animation. Mhm. Moi, par exemple, pratiquement toutes mes suggestions Insta, c'est forcément du dessin. Et c'est vraiment fréquent qu'ils m'ajoutent. Et le dernier pélo de l'animation que tu suis pas déjà, ben le voici, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, 19% des personnes qui le suivent, tu les suis aussi. Donc, Oui. enfin voilà, tu vois, voici le chaînon manquant. Tu Oui, à vois. ce niveau-là, c'est plutôt bien fait. Ouais. D'accord. Donc, oui, Instagram, ArtStation un peu plus sérieux. Et LinkedIn aussi Alors moi, j'avoue que LinkedIn, ça me passe par-dessus la tête, mais je crois que c'est pas inutile quand même. Mais je suis pas la Hmm. bonne personne pour répondre à ça. Ok. Voilà. Ça marche. Ah bah, c'est super intéressant au moins. Ça permet de savoir un peu plus comment on veut faire si on veut être vu. Ouais. Et, Ouais, non, la visibilité, c'est un vrai sujet pour ça. hmm. J'en discutais avec une chef de studio qui me disait que c'était vraiment quelque chose d'important, que elle, c'était vraiment quelque chose qu'elle regardait quand elle recrutait des gens. Parce que même, en fait, il y a il y a des artistes qui sont très demandés, en fait. Et c'est évidemment parce qu'ils sont très forts et ils sont connus dans le milieu, voilà. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent aussi amener une petite célébrité et toute proportion gardée, je pense que ça donne une aura, tu Hmm. vois, aussi. Oui, peut-être que les gens nous connaissent déjà un petit peu. Et Mm-mm. donc, on peut se dire, bah, il sera adapté à la prod à la fois pour le style et aussi pour sa façon d'être. C'est ça. Ben, par exemple, tu vois, enfin, si tu as le budget pour faire venir Robert Vallée sur ton projet, il y a plus de gens qui vont entendre parler de ton projet ensuite, tu Oui, vois. ça c'est sûr, oui. Donc voilà. Après, toute proportion gardée. Mais non, c'est un truc qui existe vraiment, effectivement. D'accord. Ouais, j'avais jamais vu ça de cette façon. Mm. Ok, ok. Après, c'est très pré-prod et tout. Et vraiment, je donne le. Enfin, j'ai vu l'extrême inverse des. J'ai travaillé avec des brutes intersidérales. Et elles en avaient rien à faire des réseaux sociaux. Vraiment. Et en fait, elles en avaient pas besoin aussi. Oui, ils sont Voilà. déjà tellement Donc, forts qu'ils sont connus. une fois encore, c'est pas une règle absolue, mais vu qu'on est quand même dans un milieu très compétitif et tout, ne soyons pas des lulus. Voilà, c'est un outil utile. Hmm. Bon, bah, on sait ce qu'il nous reste à faire en tout cas. Force. Et est-ce que vous avez des anecdotes de choses qui auraient eu en production ou de choses auxquelles on pense pas forcément et qui vous auraient surprise en arrivant dessus? J'en ai une quantité absolument déconnante de ce sujet-là. Donc là, est-ce que Bah, je... par exemple, vous parliez du design des semelles. Ouais. Ah ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important ou, Ah. Ah, mais moi, on me poursuivait avec ça, hein, vraiment. Parce que la première fois qu'on m'a dit qu'il fallait le design de semelle, j'étais en mode haha. Et j'étais un peu en mode oui, oui, mais
Enfin, c'est pas si important que ça, c'est très très important. Et donc là, typiquement, les assistants réels ont imprimé une petite pancarte avec un plan de la série, avec un gros plan sur la semelle du personnage principal, avec écrit en gros n'oubliez pas les semelles, parce qu'on oubliait le design de semelles sur toutes nos planches techniques, parce que bah, évidemment qu'on n'avait pas très envie de les faire, donc on avait tendance à les oublier, voilà. Donc oui, non, je me suis fait poursuivre avec ce genre de choses. Ah, ça en vrai, j'en ai une, elle est bien. Je vais faire attention à ce que je dis pour pas briser les clauses de confidentialité. Mais là, en ce moment, je travaille sur la série Avatar. Et avec, et en interne, uniquement en interne, euh, une personne de la boîte a créé un quiz, un petit test de personnalité pour savoir si on est un waterbender, firebender et tout, etc. Et les questions étaient, c'est pour ça que c'est uniquement en interne, étaient faites avec des événements de la nouvelle série en fait, quoi. Donc c'est vraiment le truc ultra niche et tout, etc. Et il y a un petit tableau avec le nombre de mètres de chaque élément et tout, et on voit qui gagne. Et il y a possibilité dans ce tableau d'être l'avatar. Et ce n'est pas encore arrivé. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, je sais pas depuis combien de temps c'est en prod. L'avatar n'est pas encore tombé. Ah oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui refont le test pour essayer de devenir l'avatar ou... Ça a dû arriver. Moi, j'ai été honnête, j'ai assumé. Voilà. Et donc, vous êtes quel... Waterbender, Waterbender? bien sûr. Ah. Ah bah c'est bien. Absolument. Ouais, je sais pas trop ce que je pourrais être, mais bon, peut-être Alors, de ce que j'ai compris, Waterbender, c'est un peu plus communication, fluidité, etc., entente entre tout le monde. Firebender, bon, c'est les énervés, nous savons. Maître de la terre plus têtu, tout ceci est très binaire, voilà. Et les maîtres de l'air, c'est les... comment te dire? C'est... les mecs en manif. Ah oui, d'accord. Ceux qui sont... les anarchistes. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Mm. Oui, donc Waterbender, c'est très bien. Ok. Et il y aura possibilité peut-être que après, quand ce sera sorti, il y ait ce test qui soit... Bah ça dépendra de la graphiste qui l'a créé, mais franchement, elle devrait parce que c'est super. Oh, et aussi, on a des stickers en interne avec, en fait, il y a, forcément, c'est des dessinateurs passionnés par leur taf, enfermés toute la journée, toute la semaine dans une pièce. Donc, qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre? Ils continuent à faire des petits dessins de leur travail. Et résultat, j'ai une gourde que je ne peux plus sortir du bureau, évidemment, mais qui est couverte de stickers, mais magnifiques, vraiment, genre des trucs holographiques avec des dessins, mais de toute beauté, avec que des personnages qui sont absolument sous NDA. Mais voilà, c'est notre petit truc à nous et tout, et c'est trop chouette. Ah, Voilà. c'est trop bien, oui. Et puis ça va loin en plus, sticker holographique. Ah oui, non, mais là, ils sont très très investis. Alors, c'est pas toutes les prods où il y a ce niveau-là d'investissement, mais c'est très joyeux. Ah, c'est génial ça. Mm. Ça doit être bien de travailler dans ce genre d'environnement. Ouais, franchement, moi j'aime trop. Après, en vérité, chaque studio a un peu sa personnalité. Donc c'est pour ça que moi je conseille toujours d'essayer de voguer un petit peu, surtout quand on est junior, à la fois pour que le nom circule, parce que c'est important, c'est ce que je te disais, l'effet boule de neige. Plus de personnes connaissent ton nom, plus tu vas être rappelé. Et si tu as bien bossé quelque part, on va te rappeler aussi. Donc ça sécurise beaucoup, parce que ça reste de l'intermittence du spectacle, donc voilà. Mais en plus, chaque studio, chaque projet est différent. Et donc chaque studio a un peu sa personnalité et tout. Donc moi je trouve ça bien de voir où est-ce qu'on se sent bien et tout, parce qu'on a tous des personnalités différentes, etc. Donc voilà, quelle méthode de travail nous convient le mieux. Et bah oui, enfin, le fait d'être appelé à changer beaucoup de studios, est-ce que ça amène aussi à beaucoup déménager? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de travail, par exemple, sur Paris, en France ou... Franchement, tu peux tout à fait faire toute une carrière sur Paris sans problème. Mais Ok. sans problème. Il y a vraiment énormément de studios sur Paris. Après, peut-être avec les fluctuations un peu plus récentes là, peut-être que c'est voilà. Mais là, depuis le temps que je travaille, j'ai fait un petit peu de freelance avec l'étranger. Mais rares, il y en a, mais rares sont les prods qui se demandent de déménager. Enfin, par exemple, je vois passer des offres de travail en disant Annecy, être sur place, etc. Et c'est vraiment prévu dans l'offre de travail, le fait que la personne va potentiellement déménager et tout, etc. Là, pour le coup, vraiment, c'est libre. Voilà, c'est pas obligatoire du tout, mais c'est pas un no-go, non plus, voilà. Et puis, en vrai, depuis le Covid, le télétravail s'est beaucoup démocratisé. Donc, on peut vraiment... Enfin, déjà, c'est rare les graphistes qui sont en présentiel toute la semaine. Donc, ça, voilà. Et puis, par exemple, c'est bête, mais les graphistes avec une vie de famille, c'est tellement plus simple pour eux. Donc, il y en a, on les voit plus que
Ouais, quelques jours dans la semaine, quoi. Mhm. Voilà, Oui, il y donc a des jours imposés, mais le reste du temps, ils peuvent être... c'est ça, voilà. Enfin, et puis généralement, les studios sont assez arrangeants sur les horaires et tout, donc tant que le travail est fait, ouais. c'est bon. Donc oui, non, c'est absolument pas nécessaire de déménager après quand on est à Paris, par contre, Mhm, parce que d'accord. c'est vrai que je pense que si on est dans une autre ville, les choix de studios sont beaucoup plus réduits, ce qui est normal. Mhm. Oui, c'est Voilà. sûr, oui. Mm. Et vous envisageriez d'aller travailler à l'étranger, par exemple? Au début, c'est quelque chose que j'avais en tête. En vrai, moi, si j'écoute un petit cœur de weeb, je serais bien allée au Japon. Mhm. Mais Cara Design au Japon, je pense que c'est toujours pas la peine d'y penser. Ça a quand même bien bougé, donc je pense qu'il y a un peu plus moyen avec des studios un peu plus indépendants et tout, mais sur des prods classiques, non. Mhm. Même si ça a quand même changé, hein, parce que maintenant, il y a des amis à moi qui sont animateurs en freelance pour le Japon, sur One Piece et des choses comme ça. En fait, c'est quelque chose qui est possible, alors qu'il y a 15 ans, c'est de la Oui, science-fiction vraiment. Donc voilà. Et les personnes qui voulaient travailler au Japon, ils déménageaient, ils apprenaient à parler la langue, vraiment, genre le shonen, quoi. Mhm. Enfin, et quand je croise des gens qui ont ce parcours-là, c'est toujours super impressionnant et tout. J'imagine. Donc voilà. Mais en gros, moi, pourquoi pas, mais pas longtemps. Mhm, Voilà. d'accord. Juste histoire de tester un peu. C'est ça, voilà. Là, j'ai pas. C'est juste que j'ai beaucoup déménagé dans le passé, donc j'ai pas de pulsion de redémarrer une vie à zéro ailleurs Oui, oui, actuellement. c'est sûr. Voilà. Oui, ça se comprend. Je vais peut-être passer aux questions que les gens ont posées. Gisèle, allons-y. Oh, bon, la plupart sont tout à fait normales. Ok. Euh, alors, bah ça c'est une question un peu plus générale. Il y a Zachary qui demande, enfin comment est-ce qu'on se plonge dans un univers qu'on ne connaît pas Mhm. et enfin quand on vous demande de créer des personnages dans un univers qui vous est pas familier du tout. C'est une super question. C'est une très très bonne question. Alors, mon conseil principal, et c'est vraiment le luxe, c'est de travailler sur des projets qui nous plaisent, toujours. Parce que si on kiffe, même si c'est loin de notre patte graphique, on va quand même capter les codes principaux et petit à petit, graphiquement, on va pouvoir glisser là-dedans. Par contre, c'est pas tous les projets qui l'autorisent. Parfois, il faut être, on n'a pas beaucoup de temps pour se mettre au style. C'est normal de pas être au style jour 1, Ok. mais par contre, au bout d'un mois, voilà. Ouais. Donc, mais par exemple, tu vois, si tu regardes mon travail un peu plus personnel, je suis à des années-lumière du style de Arcane. Hmm. Mais par contre, j'aime beaucoup l'univers et j'aimais beaucoup l'univers. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que je proposais des personnages qui étaient pas tout à fait hostiles, surtout que j'étais junior en plus, donc voilà. Mais par contre, grâce au brief avec le réal et tout, et parce que j'étais réceptive à l'univers, je captais le truc, tu vois. Hmm. Et donc, au moins, les bons éléments étaient là, tu vois, les boucles de ceinture, la façon dont le cuir est rapiécé, etc., les coupes de cheveux, le fait qu'on essaie toujours d'avoir des visages un peu asymétriques et tout, etc. Et après, derrière, comme c'est de de la 3D, il y avait d'autres artistes qui remettaient, qui de toute façon réinterprétaient. Donc moi, dans ce cas-là, c'est passé, alors que c'était vraiment très 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 loin de ma vibe graphique. Par contre, j'ai vraiment travaillé dur pour partir dans ce style-là et c'est inconfortable d'aller Hmm, à ça c'est ce sûr. point à l'encontre de son style graphique, donc on a intérêt à être très motivé, quoi. Hmm. Voilà. Donc en gros, mais c'est possible. Mais le conseil principal, c'est si vraiment on n'est pas dans sa zone de confort graphique, faut vraiment kiffer le projet. Et s'il y a ni l'un ni l'autre, euh, ça risque de pas marcher et c'est pas grave. D'accord. Franchement, ça m'est aussi arrivé d'avoir un quiproquo et d'aller sur des projets où en fait finalement graphiquement je matchais pas du tout et il faut pas insister. Ok. Vraiment là, si évidemment on n'a pas de boulot et qu'on en a besoin, ben là c'est chiant, voilà. Mais en fait quand on s'amuse pas, ça se sent. Hmm. Donc c'est un petit peu ça le truc. Et si ça se sent, ça veut dire qu'on fait du moins bon travail. Et là, c'est un cercle vicieux où potentiellement on va dire, ben je comprends pas, son book était super, mais le taf était pas à la hauteur et tout. Donc au Ok. maximum. Euh, graphiquement, il y a toujours une marge de enfin, il y a toujours une marge d'adaptation et de progression, et c'est plutôt ok avec ça. Mais mais faut qu'il y ait quand même un petit
Une petite étincelle de Hmm. base, voilà. Et sinon, pour finir de répondre à la question, parce que je pense que quand même, voilà, c'était orienté sur quelque chose d'un peu plus technique. Moi, je passe du temps à essayer de comprendre la vision du directeur artistique. Par exemple, quand j'ai commencé sur Miraculous, j'aimais bien sincèrement les designs de Miraculous, mais quand j'ai commencé à travailler le recostume de Marinette ou de Ladybug, par exemple, je suis allée voir le directeur artistique qui n'était pas dans le même studio, donc je suis allée le voir. On aurait pu se faire un call aussi, mais j'avais envie de venir l'embêter IRL. Et on en a discuté. Il m'a donné, parce que c'est son métier de savoir communiquer là-dessus, il m'a donné ses références. Il était en mode, ben, ça a tel créateur de mode, ça correspond bien à tel personnage. Elle, si tu fais ce truc-là, c'est pas elle du tout, ça va toujours. Donc, voilà, ça c'est vraiment ce que j'essaie de faire pour bien me projeter. Et généralement, si je suis pas un mauvais cast, je vais être en mode ah ouais, je vois. Et si je vois pas, et je suis en mode euh, je dois le dire. Oui, Voilà. d'accord. Et trouver ma façon à moi d'aller quand même. Tu vois, genre par exemple, si le but c'est d'être très design, très épuré, mais que, je sais pas, la ref qu'on m'a donnée, elle m'enthousiasme pas, ben je vais aller trouver une ref design et épurée, parce que c'est le cahier des charges, mais qui me plaît à moi. Mhm. Voilà. Et si je suis pas un miscast, normalement, ça va Ça va, fonctionner. oui. Voilà. Bah, si vous ont embauché là-dessus, c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose dans votre travail Normalement, qui leur oui. plaît. Normalement, le recruteur est capable de voir que la sensibilité, qu'il y a une sensibilité commune, Hmm. quand même. Hmm, oui, d'accord. Ah bah, merci. Il y a Mathéo qui est en prépa, Mhm, ici à Rubica, qui demande comment est-ce que vous dosez le réalisme et la stylisation pour que le design y reste crédible, mais mhm. tout en transmettant de l'émotion. C'est très, très technique, ça comme question. En gros, euh, ça, c'est de la hiérarchisation. Donc déjà, on va pas répondre à cette question de la même façon si on est sur de la 2D ou sur de la 3D. Hmm. Sur de la 3D, on peut se permettre d'ajouter beaucoup plus de détails narratifs sur le personnage, des perles dans un collier, des accroches dans les cheveux, un patch sur la veste. En 2D, c'est beaucoup plus contraignant. Euh, donc déjà, il y a ça. Et ensuite, le fait de savoir ce qui est important ou pas, à quel moment on arrête de rajouter du détail, quel détail est vraiment important et tout, ça c'est de la hiérarchisation et ça s'apprend à l'école et ça se travaille avec le temps et l'expérience et tout, etc. Et après on a tous nos petits tics, voilà. Hmm, d'accord. Ah bah, super, merci. Il y a Martina qui demande quel personnage a été le plus difficile à créer pour vous et pourquoi? Ah, c'est une bonne question. Je prends le temps de réfléchir à ma réponse. Voici, je sais. Mais en fait, il y en a plusieurs. Mais je dirais que Marinette, la nouvelle version, c'était très difficile. Euh, et également, là, le design est sorti, donc c'est bon. Le nouveau grand méchant pareil, de Miraculous aussi, ça a été deux designs très compliqués pour les mêmes raisons en fait. C'est que, mais encore plus pour Marinette, c'est qu'ils sont extrêmement codifiés. Il y a un code couleur établi, il y a des formes établies, il y a des motifs, des textures, des luminosités aussi. Par exemple, Marinette, son ancien costume, enfin son ancienne tenue, là je parle de la version civile, elle a une veste noire et un bas clair. Hmm. Et en plissant les yeux, il fallait conserver cette même sensation, en fait. Donc ça réduit Oui, énormément d'accord. les possibilités. Et pourtant, et comme c'est un personnage très important, ça a été des semaines d'aller-retour où il faut s'assurer que techniquement ça fonctionne, que ça puisse être fabricable en poupée, que ça reste iconique, qu'en plissant les yeux on reconnaisse le personnage, mais qu'en même temps il faut qu'elle ait l'air d'avoir grandi, mais en même temps pas trop et tout. Enfin, plus le personnage est important, plus il y a de choses à prendre en compte, d'avis contradictoires aussi, parce que je suis pas la seule qui choisit, évidemment, et de besoins techniques et des trucs auxquels j'aurais jamais pensé, quoi. Enfin, c'est par exemple le fait d'ajouter un détail sur le t-shirt, parce que il faut que ce soit le t-shirt de Marinette et que ce soit pas n'importe quel t-shirt Hmm, oui, blanc d'accord. pour plein de raisons qui sont à la fois symboliques de sens et tout, mais aussi ben, pour les déguisements en fait. Que c'est bête, mais quand sur un show où il y a autant d'importance, chaque détail est calculé en fait. Et ça, c'était compliqué pour moi de comment dire, ben justement de hiérarchiser le détail.
parce qu'il fallait qu'il y ait des informations partout. Et en même temps, s'il y a des informations partout, ça ne fonctionne plus. Et ça a été, ça a vraiment pris du temps. Et plus on passe de temps sur un design, plus on a... Voilà. Donc ça a été un petit peu sportif. Hmm. Voilà. Et vous en aviez parlé un peu en classe, sur Arcane, vous avez travaillé plutôt sur des personnages secondaires. Oui. Et peut-être que vous avez plus de liberté à ce Ah niveau-là. ouais. Non, mais Arcane, c'est une des prods où j'ai eu le plus de liberté. Mhm. Vraiment, ben, en plus, j'étais une petite junior et tout, on me laissait tranquille, quoi, voilà. Mais grosso merdo, je suis arrivée assez tôt, quand même, dans la production. Au tout début, ça n'a pas duré. Après, on était deux avec l'incroyable Lucille Meunier, qui maintenant est directrice artistique dans le jeu vidéo et qui slay de fou, vraiment très très forte. Et, mais en gros, les personnages principaux étaient là et il fallait envoyer les foules et tout, etc. Et là, concrètement, au début, on m'a recadré un peu. Genre, par exemple, pas de boucle de ceinture ronde. Ok. C'est bête, mais des choses comme ça, en fait. Donc, on note et on accumule les connaissances et tout. Et après, une fois comment dire, l'alphabet, tu vois, des codes graphiques de la série, ben, je composais mon truc, quoi, voilà. Donc là, vraiment, c'était... Parce qu'en plus, le cas d'Arcane est particulier parce que c'est techniquement une série, mais c'est en pratique... c'était comme un long métrage, en fait. Le temps qu'on avait pour développer les choses et tout, on n'a pas du tout les mêmes délais sur de la série. Donc là, on a vraiment le temps d'explorer, on a le temps de faire des designs qui vont pas être utilisés. C'est-à-dire que je faisais des batchs de design et le réalisateur piochait ce qu'il gardait et tout. Et il y en avait d'autres, ce sera pour plus tard, celui-là non, et tout, etc. Celui-là, peut-être en mixant les deux, mais voilà quoi. Donc ouais, là c'est là où j'ai eu le plus de liberté et curieusement, c'était vraiment au début de ma carrière, quoi, voilà. Après, plus on avance en responsabilité, bah, on a plus de contraintes à tenir, quoi, voilà. Parce que typiquement, là, j'étais beaucoup plus libre et tout, mais j'avais pas mon mot à dire, quoi, voilà, sur quoi que ce soit. Et en vérité, ça me convenait très bien parce que j'étais surtout là pour apprendre, en fait. Tandis que, certes, quand je suis un peu plus à la prise de décision, par exemple, quand je donnais des retakes sur les personnages de Miraculous, en fait, je le fais pas parce que ça me fait plaisir. Parfois un petit peu, certes, parce que je suis en mode, ah, ce serait peut-être plus cool comme ça et tout. Mais en fait, je le fais avec en tête, est-ce que ça va plaire au réalisateur? Est-ce que ça va être techniquement possible? Est-ce que également je respecte la vision du personnage, la vision de mon graphiste aussi? Parce que c'est son design et s'il a bien fait son boulot, j'ai pas à l'emmener dans autre chose non plus. Donc il y a tellement de choses en tête, c'est ultra stimulant, mais contraignant. C'est ça, voilà. Et on a une question de Lucie, donc, qui est dans la classe, qui demandait, est-ce qu'en studio, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel pour travailler vos chara design, ou est-ce qu'il y a un logiciel imposé? Non, chaque prod a ses propres logiciels. Donc ça, il faut s'y plier. Là, par exemple, je suis sur Clip Studio Paint. Je vais pas faire mes plans sur Photoshop et après à demander à quelqu'un d'autre de les décalquer sur Clip. C'est une non-question. Donc, mais par contre, les studios sont relativement compréhensifs avec ça. Par exemple, quand je suis venue à la Chouette et qu'on m'a dit « Est-ce que tu as déjà utilisé Clip ?» J'étais là « Ben non. » Et c'était « Bah, c'est pas grave, ça prend vite, quoi. » Voilà, donc ça va. Voilà. Après, c'est pour de la 2D. En 3D, je pense que c'est un petit peu plus compliqué là, on est recruté sur... si le logiciel, c'est Maya et qu'on n'a jamais touché à Maya de sa vie, c'est pas la peine d'y penser, par contre. Oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est sûr, ça se rapproche un peu plus entre Photoshop et Clip. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en 2D sur les logiciels, on m'a jamais embêté. Voilà. Mais par contre, je n'ai jamais pu choisir mes logiciels en prod, bien sûr. Oui, d'accord. Et tout à l'heure, vous parliez des développements graphiques, et il y a Lucas qui demandait, est-ce que vous pourriez en parler un petit peu plus? Bah oui, je peux. Est-ce que vous pouvez parler de développement graphique, de bibliographique, etc. Et, déjà, c'est extrêmement amusant à faire. C'est des missions très courtes, généralement. Donc ça, j'aime bien. Parce qu'en fait, il faut différencier, dans mon cas en tout cas, il faut différencier la pré-bible de la bible graphique, en fait. C'est-à-dire qu'une bible graphique, c'est donc un dossier qu'on monte avec un scénario, si c'est une série, par exemple, une structure épisodique, la description des personnages principaux.
les chara-design des personnages principaux, quelques petits décors, quelques petites illustrations, concept art des scènes clés et tout. Bam, voilà, on envoie tout ça à des diffuseurs. Les diffuseurs, ils kiffent, ils donnent des sous. Ils kiffent, mais il y a des choses à revoir. Ils donnent des sous de manière conditionnelle, ou ils kiffent pas et ils répondent pas. Voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'une bibliographie complète, c'est très engageant en termes de travail, c'est vraiment des mois de travail et on peut se prendre un nom en fait. D'ailleurs, la majorité des bibles graphiques restent en développement pendant des années. Là, par exemple, à La Chouette, il y a une série qui va sortir qui s'appelle Dragon Striker. Le développement a commencé il y a une dizaine d'années sous un autre nom. C'est une série de football, à la base c'était du rugby. Le style graphique a changé plein de fois et tout. Et évidemment, ils n'ont pas bossé dessus pendant 10 ans à temps plein, évidemment que non. Mais ça, c'est le résultat de tous les allers-retours avec les différents diffuseurs et tout, jusqu'à ce que, à force de modeler et d'avancer le projet et tout, toujours tenu par l'auteur de départ, Disney a fait prenez nos sous et voilà. Et ce qui est important aussi, c'est qu'à partir du moment où le diffuseur s'engage pour que la bibliographique parte en prod, il va forcément mettre un petit peu son nez dans le projet, ce qui est normal parce qu'il va le diffuser sur sa chaîne, donc il doit s'assurer que ça fonctionne avec son public, que graphiquement ça fonctionne dans l'ADA de la chaîne, ou au contraire que ça apporte de la diversité, enfin bref, voilà. Donc c'est important que les bibles graphiques ne soient pas une série prête à être fabriquée à 100% parce que c'est pas réaliste par rapport aux attentes des diffuseurs. Et résultat, pour répondre à la question, pardon, je dérive, en gros, la pré-bible, c'est tout pareil, mais avec un peu moins de travail. C'est-à-dire que c'est vraiment pour prendre la température, et là, ça va être 2-3 personnages principaux, 1 ou 2 planches de posing, vraiment ça dépend, mais c'est vraiment un tout petit embryon de bible graphique pour commencer à prendre un peu la température du projet, et si ça marche, ben là, peut-être qu'on va avoir une aide du CNC pour faire une bible graphique plus complète, ou si on est sous la tutelle d'un studio, le studio va mettre à disposition des graphistes qu'il va payer pour nous aider sur le projet et tout, etc. Donc, j'ai eu des expériences très différentes avec les bibles graphiques. J'ai eu des bibles graphiques où on m'a fait passer des tests, où on m'a dit, on a tel projet, on aime bien ce que tu fais, mais c'est pas exactement ça. Est-ce que tu peux nous faire une proposition pour le personnage principal? Donc là, tu fais 1 journée ou 2 de test en intermittence. Et là, si ça match, tu pars en contrat d'auteur graphique. Donc là, en tant qu'auteur graphique, tu es payé en droit d'auteur, en fait. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas le même statut, c'est vraiment encore un truc à part de l'intermittence, c'est pas du freelance non plus. Et là, c'est le genre de situation où on peut avoir besoin d'un agent pour négocier les contrats. Et c'est le genre de situation où si le projet se fait, à partir du moment où on a signé en tant qu'auteur graphique, on reste auteur graphique et on va toucher par exemple des royalties sur la diffusion des épisodes et tout. Je grossis le trait de fou, mais c'est ce genre de truc là. C'est pour ça que c'est ok si ça met des années à se faire, parce qu'en fait c'est pas du tout la même chose qu'une production, et ça en pré-prod c'est une vraie réalité, c'est qu'on peut se retrouver à bosser parfois pendant des années sur un projet, au final il se fait pas parce que le diffuseur se retire à la dernière seconde ou quelque chose comme ça, voilà. Et donc parfois genre c'est juste quelques planches et tout, parfois ça va, enfin vraiment des petites recherches de perso, parfois ça va vraiment être des planches un peu plus techniques, des expressions, tout ça et tout. Parfois il va y avoir aussi des concepts qui peuvent être faits à plusieurs mains. Ça m'est arrivé de me charger d'uniquement des persos sur une illustration et qu'un autre graphiste s'occupe du décor, par exemple. C'est quelque chose qui peut se faire. Il y a des graphistes qui font les deux, mais moi je suis plus spécialisée personnage, donc c'est possible de s'arranger comme ça. Et par exemple, il y a un développement de série qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment un des devs principaux que j'ai fait, où c'est vraiment dans mon style graphique, où en gros la scénariste est venue me chercher pour qu'on fasse ce projet ensemble. Donc elle m'a donné l'histoire, on en a discuté ensemble, j'ai fait les personnages, j'ai fait des turns et tout, et on a fait, chose rare, on a fait un trailer de ce projet-là. Normalement, on fait plutôt une petite animatique pour commencer à en parler au diffuseur, mais là, le but, c'était de montrer le genre de résultat qu'on pouvait avoir. Donc là, ça peut aller jusque-là, un dev graphique. Quand Voilà. on peut se le permettre, j'imagine. C'est ça. Voilà, évidemment, c'est pas le même budget, c'est pas le même engagement, mais ça
peut faire la différence aussi quand on montre ça à des gros diffuseurs. Ça, voilà quoi, Hmm. ça montre que on a de l'engagement sur ce projet et forcément ça donne plus envie aussi. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Voilà, ça répond à la Ah question? bah oui, oui, tout à fait, c'est super intéressant. On pourrait continuer, je pense, pendant des heures comme ça, mais bah, je pense on arrive vers la fin. Il y a une question de Mathieu Fulcheri. Mhm. Y a-t-il une boulangerie avec du bon pain à Miraculous? Ah putain. Ah l'idiot. Ah, Miraculous Corp, meilleur boulanger de France. Je sais pas quoi te dire. D'accord, bah, très bien. Voilà. Il verra. Ça marche. Ma dernière question, Mhm. quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu Oh, elle dans est super tout votre cette cas? question. Il y en a tellement. Mais bon, vu que je vois la vibe de la question, donc je vais orienter un peu pour des étudiants ou des juniors, c'est de faire attention à pas trop idéaliser le premier studio. Et je le dis pas du tout de façon négative, parce que j'ai un extraordinaire souvenir de mon premier studio, et c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais en fait, vraiment la définition de l'intermittence du spectacle, c'est qu'on va bouger. En fait, ça, je ne connais personne qui a passé toute sa carrière dans le même studio de A à Z. Je dis pas qu'il en existe pas, mais c'est les exceptions qui confirment la règle. On peut parfois passer 10 ans posé tranquillou dans un studio, mais c'est pas le plan de carrière qu'il faut prévoir en fait. Donc, je pense que c'est plus sain euh, de d'être en paix avec l'idée qu'on va bouger et après potentiellement on va revenir parce que voilà c'est là qu'on s'est senti le mieux et tout mais je trouve c'est un conseil qu'on me l'a donné, j'ai vu de suite ce qu'on voulait me dire par rapport à ça, mais c'était avec le temps que je me suis rendu compte à quel point en fait c'est bête, mais quand on change de studio ça demande du courage parce qu'à chaque fois on repart de zéro, on redécouvre des collègues, on change de chemin le matin pour aller au travail, c'est un bouleversement du quotidien, de nouveaux locaux, une nouvelle façon de travailler, un nouveau style graphique. Moi, à chaque fois que j'ai changé de studio, j'ai changé de style graphique. C'est extrêmement exigeant. Ça demande vraiment une grosse énergie, en fait. C'est sûr. Et ça, moi, personnellement, je trouve ça extraordinaire. C'est extrêmement nourrissant. C'est ce qui fait que je m'ennuie pas du tout. Et je pense que je vais continuer à m'amuser longtemps dans ce métier-là. Mais c'est quand même une forme de personnalité et de caractère. Donc ça, je pense que c'est important de le visualiser dès maintenant. Et après, il n'y a pas à overthink ou paniquer par rapport à ça. Il y a toujours moyen d'être un peu stable, de rester un petit peu plus dans de la zone de confort et tout. Mais vraiment, l'essence même de l'intermittence, c'est le fait qu'on va bouger, qu'on va rencontrer de nouvelles personnes, qu'on va devoir s'adapter à de nouveaux styles. Et il faut kiffer un peu cette vie de marin, quoi. Voilà. Ah, c'est un super conseil. Ah bah, Bah, parfait. merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Bon, on en fera probablement d'autres avec d'autres intervenants prochainement. N'hésitez pas, si vous avez des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas peut-être à aller voir le compte Instagram aussi de Cécile. On le mettra à l'écran et dans la description. Je vous dis à la prochaine et puis à bientôt. Allez, salut.